Bonjour mes chers élèves et bienvenue dans ce nouveau cours. Alors ici nous allons encore parler de science-fiction, mais nous allons avancer dans le temps. En effet, nous allons attaquer l'étape 2, la science-fiction à la fin du XXe siècle. La dernière fois, nous avions vu justement la science-fiction à la fin du XIXe siècle, avec notamment notre ami Jules Verne. Petit rappel, donc Jules Verne qui avait écrit un roman science-fictionnel où en fait, donc il l'écrivait en 1890 de mémoire, non pardon 1860 et il écrivait sur un Paris en 1960 et l'image que vous aviez correspondait à un Paris en 2000. Donc là on avait vu la vision d'un homme donc plus de toute jeunesse, hein, puisque 1860 ça date un petit peu, et on avait vu cette vision qu'il avait d'un futur qui pour nous est notre passé. C'est bon, vous me suivez? Et bien maintenant, on va voir justement un futur, mais qui se passe dans notre actualité. Enfin, je veux dire dans notre réalité, à nous, dans notre temps. Et pour ce faire, donc, on va voir justement un premier texte. Donc en fait, je vais faire l'inverse, c'est-à-dire que au lieu de parler d'un petit cas pour aller au gros cas, je vais directement parler du gros cas pour aller au petit cas. Donc là, on va parler de la science-fiction, donc d'un homme d'aujourd'hui, de notre époque, d'un auteur de notre époque, qui nous livre un roman sur une histoire qui se passe un petit peu plus de temps par rapport à notre période, et qui surtout va aller sur une autre planète. Ensuite, dans un prochain cours, on verra un futur qui se passe donc dans notre futur, mais qui se passe sur Terre, et enfin on verra un truc un peu plus profond. Vous verrez ce que c'est. Bref. Donc, premier texte, extrait de Mars la Rouge de Robinson. Alors, oui, pardon, j'avais pas pour l'auteur, donc oui, Kim Stanley Robinson. Donc né en 1952, auteur américain de science-fiction, il est connu pour sa trilogie sur Mars. Donc une trilogie avec 3 romans, Mars la Rouge en 92, Mars la Verte en 93, Mars la Bleue en 96. Bon, voilà, on est sur du 25 ans à peu près. C'est assez récent par rapport à notre époque. Contrairement à notre ami Jules Verne, qui lui, ça fait près de 160 ans. Voilà, ça fait 160 ans par rapport à notre époque. Donc là, pour Robinson, on est plutôt dans notre actualité. Donc un auteur actuel qui écrit donc sur un futur. Et futur qui se passe donc en 2026, entre 2026 et 2210. Donc ça de Mars la Rouge à Mars la Bleue. Donc l'histoire quand même est assez longue. Alors attendez, je mets juste en silencieux. Alors, je vais vous lire le texte. Mars la Rouge est le premier tome d'une trilogie retraçant les aventures entre 2026 et 2210 de plusieurs générations d'humains qui peu à peu vont réussir à rendre la planète Mars habitable. Un soir de fête, vers 2060, Frank, un des 100 premiers pionniers de Mars, sort discrètement en dehors de la zone habitée. C'était au crépuscule. Donc crépuscule, hein, c'est quand le soleil se couche. Oui. Je recommence. C'était au crépuscule, plus qu'à n'importe autre instant du jour, qu'ils, entre parenthèses les colons de Mars, donc ceux qui vont sur Mars pour habiter, avaient vraiment le sentiment d'être sur une planète étrangère. Il y avait quelque chose dans les raies obliques et rougeâtres du soleil, donc les rayons du soleil, qui ne correspondait à rien de ce qu'ils avaient connu, qui dérangeait les notions acquises par leur cerveau de savane durant des millions d'années. Alors,
là justement, vous avez normalement le lexique, donc cerveau de savane, métaphore désignant la partie du cerveau responsable de nos premiers instincts, tels ceux qui assurent la survie de l'espèce. Donc voilà, donc savane, c'est un petit peu notre côté, notre instinct sauvage, on va dire. Durant des millions d'années. Ce soir, le phénomène s'habillait de tons particulièrement criards et troublants. Criard, c'est assez agressif. C'est-à-dire, une lumière criarde, c'est une lumière qui agresse les yeux, c'est une forte lumière. C'est dans cette clarté que Franck se dirigeait vers l'enceinte de la ville. La plaine, au sud, était jonchée de rochers qui projetaient de longues ombres noires d'un noir d'encre. Longues ombres d'un noir d'encre, pardon. Il s'arrêta sur l'arcade de béton de la porte. Là, il n'y avait personne. Pendant les festivals, tels que celui-ci, les portes restaient fermées, pour éviter à ceux qui avaient trop bu de se risquer à l'extérieur. Mais Franck s'était procuré le code d'urgence du jour auprès du service d'incendie informatisé le matin, même. Et, dès qu'il fut certain que personne ne pouvait le surprendre, il tapa le code et se précipita dans le sas. Il revêtit rapidement un scaphandre, donc c'est une combinaison, prit des bottes et un casque et franchit les 2 autres portes. Un sas, en fait, c'est un endroit qui sert justement à faire une transition. Par exemple, vous voyez ceux qui vont dans l'espace, justement les astronautes, quand ils vont dans l'espace et une fois qu'ils doivent rentrer dans la navette, ils vont pas faire directement dehors dans la navette. Non. Ils arrivent près de la navette, là, il y a une porte qui s'ouvre, ils entrent dans un sas, le sas se ferme, et en fait, l'atmosphère va changer pour que il puisse enlever son masque, et ensuite entrer dans la navette. Voilà. Un sas, c'est ça, c'est justement une pièce qui permet de transiter d'un endroit à un autre, en sachant que les 2 endroits sont différents. Voilà. Et tout, moi, avec tout ça. Il revêtit rapidement un scaphandre, prit des bottes et un casque et franchit les 2 autres portes. Dehors, il faisait froid, comme toujours. Le revêtement thermique à quartz entrait déjà en action. Il s'avança, broyant sous ses bottes des fragments de béton, puis de croûtes ferrugineuses. Alors, ferrugineuse, qui contient du fer, tout bêtement. Le sable déferlait vers l'est, poussé par le vent. Il promena un regard sombre autour de lui, partout des rochers. Une planète qui avait été pilonnée des milliards de fois. Pilonnée, ça veut dire, qu'il y a eu beaucoup de météorites qui sont tombées dessus. Et sur laquelle les météores pleuvaient encore. Un jour, une des villes serait touchée. Il se retourna vers Nicosia. Donc Nicosia, ville créée sur Mars par les premiers colons. Dans le crépuscule, il brillait comme un aquarium. Il n'y aurait aucun signe avertisseur, et tout volerait en éclats. Les murs, les véhicules, les êtres humains, les arbres. Les Aztèques, donc ça c'était mais normalement je l'ai vu avec vous, je crois. Au cas où, c'est une ancienne civilisation qui vivait en Amérique centrale, qui est morte aujourd'hui, complètement éteinte, qui s'est fait justement envahir par les Européens au XVIe siècle. Les Aztèques croyaient que le monde pouvait finir de 4 façons différentes. Par un séisme, par le feu, par l'eau ou par une pluie de jaguars tombant du ciel. Alors, oui, pour les jaguars, la drogue, c'est mal. Ils ne risquaient pas le feu, pas plus qu'un séisme ou une inondation, songea Franck, ce qui ne laissait que les jaguars. Le ciel était d'un rose profond au-dessus de Pavonis-Mons. Pavonis-Mons, donc c'est un ancien peuple du Mexique. C'est un volcan existant réellement sur la planète Mars. Je vais revenir après. La ferme de Nicosia se déployait à l'est. C'était une serre immense et basse qui épousait la pente. Sous cet angle, on s'apercevait très bien qu'elle était plus étendue que la ville, et foisonnante de verdure. Franck grimpa jusqu'à l'un des sas et entra.
Il faisait chaud à l'intérieur, ce qui représentait au moins 60 degrés de différence avec l'extérieur, et plus de 15 par rapport à la ville. Mais Frank devait garder son casque, car l'atmosphère de la serre était adaptée aux plantes riches en CO2 et pauvres en oxygène. Alors, juste pour la petite info, aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, nous ne pouvons pas du tout habiter sur Mars. On projette, et là je dis bien on projette avec des grandes guillemets, on projette de construire des habitations, et vraiment c'est dans un projet lointain, de construire des habitations sur la Lune, mais alors sur Mars, c'est mort, hein, voilà. Déjà faut longtemps pour y aller, c'est risqué, voilà, c'est assez costaud. Alors, première question. Relever les éléments de la nature martienne qui rendent la vie sur cette planète difficile. Donc la nature martienne faisant référence à la nature sur Mars. Hein. Voilà, parce que oui, martienne, ça ne veut pas forcément dire extraterrestre. Martienne, c'est qui vient de Mars. Voilà. De même, les Saturnains, c'est ceux qui viennent de Saturne. Voilà, c'est des peuples imaginés, mais voilà, on leur a donné des noms. Voilà. De même que nous sommes les terriens. Voilà. Et que du point de vue des extraterrestres, si extraterrestres il y a, nous sommes nous-mêmes des extraterrestres. Mais nous sommes des terriens. Et ouais, c'est l'histoire. Alors, je vous laisse réfléchir, justement, relever les éléments de la nature martienne qui rendent cette planète difficile. Donc, vous pouvez écrire ou surligner, comme vous voulez. Entre guillemets, les raies obliques et rougeâtres du soleil, ligne 3. Il faisait froid comme toujours, ligne 17. Le sable déferlait, ligne 19. Les météores pleuvaient, ligne 22. Alors, comme vous pouvez le comprendre, donc les raies du soleil, il faisait froid, le sable déferlait, les météores pleuvaient. Voilà. On a connu mieux hein, comme atmosphère. Hein. Donc bon, vous avez une chance de mourir de froid, à cause du sable, ou alors parce que vous êtes pris un caillou sur la tête. Voilà, donc niveau hostilité, c'est pas très accueillant hein, Mars, selon cet auteur. Comment cette ville de fiction se protège-t-elle de cette nature ? Cette protection est-elle suffisante ? Donc, je laisse réfléchir au texte. Vous pouvez écrire. Cette ville se protège grâce à une sorte de serre, entre parenthèses ligne 32, point. Malgré cela, la ville reste sous la menace d'un météore. Point. Final. Alors, voilà, comme je vous l'ai dit, on peut se protéger à l'aide de serre, c'est-à-dire pour se protéger du froid, pour se protéger du chaud. Voilà, ça, à la limite, aujourd'hui, oui, avec la clim, les radiateurs, voilà, on peut survivre. Le problème, c'est quand vous avez un espèce de gros caillou de 1 km de long qui tombe du ciel, vous allez beaucoup construire des maisons assez solides ou des bâtiments assez solides, bétonnés, tout ça. Ah, le météore, il s'en fout complètement. Hein. Il vous défonce tout. Enfin, il cherche pas. Au moins, il fait pas de différence. Il arrache tout. Et là, c'est justement le problème qu'il dit dans le texte, c'est que s'il y a un truc, ils sont tous morts. Voilà. Donc quand même, ça doit être un peu stressant de vivre là-bas. Enfin, vous dites que chaque minute, un météore peut vous tomber sur la tête et vous tuer. Voilà. C'est assez dangereux. Faut que vous imaginiez, c'est comme si aujourd'hui nous on vivait et que voilà vous étiez tranquillement chez vous et que là vous regardiez votre voisin, vous lui faites coucou et là il y a un météore qui tombe sur sa maison, tout le monde est mort. Voilà. Donc vous pouvez rien prévoir. D'ailleurs le texte le dit bien, rien prévoir. Attention, hein, je vous rappelle, on est dans un texte de science-fiction, donc cela n'existe pas. Moi, pas maintenant.
Alors, expliquez l'intérêt de séparer la ville des espaces cultivés. Je vais réfléchir. Je vous laisse écrire. L'intérêt de la séparation entre la ville et les espaces cultivés est de pouvoir adapter la température et l'atmosphère des serres de façon différente selon les besoins. Point final. Alors, c'est assez logique quand on y pense, c'est-à-dire que nous, pour vivre, voilà, on a besoin d'une température ambiante, normale, ni trop chaud, ni trop froid, enfin voilà, ou alors on peut régler la température pour qu'il fasse froid ou puis qu'il fasse chaud. Le problème des plantes, c'est qu'elles supportent mal les variations de température. C'est-à-dire qu'il leur faut une température constante, et là, comme ils nous le disent dans le texte, beaucoup de CO2, pas beaucoup d'oxygène. Et nous, comment on respire? Grâce à l'oxygène. Donc en fait, on meurt dans ces serres. Voilà, vous avez peu de chances de survie. Ou du moins, ça va devenir très vite difficile pour respirer. Et voilà, donc c'est vrai que c'est assez intelligent d'avoir fait ça, d'avoir séparé, enfin du moins dans le texte, justement dans cette vision de Robinson, c'est assez intelligent d'avoir séparé vraiment la ville de l'agriculture. Comme ça au moins, voilà, vous pouvez régler la température pour chacun. Et tout va bien. Alors, là on va passer plus un instant grammaire. Quels sont les temps verbaux dominants dans le récit de Robinson? Quels sont les temps dans ce texte? Pourquoi est-ce étonnant par rapport à la date où se déroule l'histoire racontée? Pourquoi l'auteur a-t-il choisi ces temps? Donc déjà, repérer quels temps sont utilisés dans ce texte. Voilà. Spoil, on a 2. Et une fois que vous avez trouvé ces temps, justement, il y a une particularité. Je vous rappelle, c'est un texte de science-fiction qui se passe dans le futur. Je vous laisse réfléchir. Vous pouvez écrire. Alors quand je fais ces blancs, c'est pas le temps qu'il vous faut pour réfléchir. C'est le temps qu'il vous faut pour mettre pause, reprendre, enfin voilà. Parce que voilà, il faut quand même un peu plus de temps pour répondre à une question. Donc là, voilà, vous mettez pause, vous réfléchissez, vous écrivez à la limite la réponse, vous remettez play, et puis voilà. Bref, vous pouvez écrire. Les temps verbaux dominants sont le passé simple et l'imparfait. Point. Cela peut paraître étonnant pour une histoire qui se déroule dans le futur. Entre parenthèses, en 2060. Fermez la parenthèse, point. On peut supposer que l'auteur a choisi ces temps pour ne pas troubler le lecteur. Virgule, car ce sont les temps du récit. Point. De plus, cela rend l'histoire plus crédible. Deux petits points. Les événements, virgule, racontés au passé, virgule, semblent déjà avoir eu lieu. Alors, donc les deux temps sont le passé simple et l'imparfait. Donc là, si jamais vous avez cette question dans un contrôle, ce qui est bien aussi, c'est de mettre des exemples. Là, par exemple, on aurait pu mettre, je ne sais trop combien, il faisait froid, imparfait, il promena un regard sombre autour de lui, passé simple. Donc, en fait, c'est ça le côté étonnant, c'est que là, l'auteur, donc Robinson, nous écrit une histoire dans le futur. Et il utilise le passé. Ouais, c'est l'histoire. Mais en fait, il y a une raison, c'est, comme je vous l'ai dit, pour vraiment impliquer le lecteur, pour en fait faire croire au lecteur qu'il a déjà vécu ça, que ça s'est déjà passé, que c'est dans son passé.
voyez, c'est une sorte de petite manipulation mentale pour faire croire aux lecteurs. Ils se disent ah oui, ça s'est passé comme ça, tout ça. Voilà, qu'il y a une sorte de souvenir. Donc, comme je vous le dis dans la réponse. Dans cette fiction, comment l'homme s'adapte-t-il à cette terre hostile? Vous pouvez écrire. En effet, toutes les planètes ne sont pas adaptées à notre survie. Virgule, il fait trop froid, virgule, trop chaud, virgule, l'air n'est pas respirable, si tant est qu'il y ait de l'air. Attention, si, S-I, tant, T-N-T, et E-S-T, qu'il y ait, A-I-T, de l'air. L'apostrophe hier. Point. Si tant est qu'il y ait de l'air. Si tant est qu'il y ait de l'air. Ouais, je ne sais pas comment prononcer le « est », enfin bref, vous avez compris. C'est pourquoi l'homme construit des objets lui permettant de survivre si la planète en question est hostile. Point final. Alors, ce qu'il faut vraiment vous mettre dans la tête, c'est que, voilà, c'est vrai que dans n'importe quel film, vous voyez par exemple, là il y a le film Avengers qui me vient en tête, quand ils vont sur d'autres planètes, voilà, il fait soit un froid de canard, ou vous prenez Star Wars. Star Wars c'est pareil, vous avez des planètes où il fait un froid de canard, enfin vraiment neige éternelle, vous caillez, il fait du moins 10 degrés, c'est terrible. Et à l'inverse, vous avez des planètes où il y a de la lave partout, il fait minimum 50 degrés, voilà. Et vous voyez, là, c'est à chaque fois différent. Et en fait, nous, l'homme, l'intérêt, c'est de nous adapter. Comme on l'a fait sur Terre. Hein. C'est-à-dire, il y a des milieux hostiles où il a fallu s'adapter. Alors, quand je dis hostile, c'est-à-dire que ça peut nous faire du mal. C'est-à-dire, vous voyez, par exemple, une planète comme la Lune, si vous y allez comme ça, voilà, normal, vous mourrez. Vous mourrez parce que sur la Lune, il n'y a pas d'atmosphère. Et oui, il y a une faible gravité, c'est pour ça qu'en fait les cosmonautes, justement, astronautes, non, je m'en souviens jamais ce que c'est. Bref, ceux qui vont dans l'espace et sur la Lune, c'est pour ça que quand ils sautent, ils redescendent. Parce qu'il y a une plus grande, une plus petite gravité, une plus faible gravité que sur Terre. C'est-à-dire que voilà, l'attraction de la Lune est moins importante. C'est pour ça que vous pouvez sauter, mais qu'au bout d'un moment, vous redescendez. Parce que aussi faible soit la gravité, il y en a quand même une. Mais attention, il n'y a pas d'atmosphère. Du coup, voilà, vous mourrez étouffé. Je me rappelle plus comment est-ce qu'on finit. Je vous mettrai peut-être une vidéo d'un youtubeur que je suis justement, qui avait expliqué comment ça se passe quand on est dans l'espace et que voilà, on se retrouve sans combinaison, rien, et qu'on meurt. Oui, c'est intéressant. Bref. Oui, et du coup, l'homme parvient toujours à s'adapter. Je reprends ma Lune. On a fait des combinaisons. On a fait des combinaisons pour pouvoir aller sur la Lune en toute sécurité, avec notamment les casques, tout ça, les scaphandres, et voilà, avec des réserves d'air, tout ça, tout ce qui peut justement nous amener, voilà. Mais là, sur Mars, c'est pareil. Ils ont des combinaisons qui leur permettent, voilà, de se trimballer n'importe où, quelle que soit la température, quel que soit le degré d'air qu'il y a, enfin le degré d'oxygène qu'il y a dans l'air. Bref, l'homme sait s'adapter. Enfin, quand on lui donne le temps. Donc, ensuite, dernière question. Comparer le paysage du texte à celui de la bande dessinée. Que peut-on constater? Alors en fait, là, concrètement, je vous demande justement quelle est la différence entre le texte et les images. Que nous apporte le texte, que nous apportent les images. Alors, vous pouvez écrire petit. On constate que les images reproduisent
fidèlement finalement l'idée que nous avons du texte, point. On retrouve le côté sec avec les bases sur la première image, ainsi que les serres de plantes pour la seconde image. Souvent. Point. Toutefois, nous avons moins de détails quant au problème de météorite. Je vous rappelle quant au QNT, un T comme transfert. Quant au problème de météorite, virgule, moins de détails. Point. Ainsi, le texte nous offre une vision détaillée et nous laisse imaginer l'endroit. Point. Les images font l'inverse, virgule. Nous avons le paysage détaillé, mais nous devons imaginer les différents problèmes qui peuvent subvenir. Point. Alors, je vais expliquer. Donc, comme on peut le constater, point final, oui. On retrouve exactement les mêmes choses dans le texte que sur les images. À différence près, comme je vous le dis, c'est que dans le texte, on nous raconte précisément ce qui se passe. Quand on vous parle des météorites, quand on vous dit il fait moins temps, moins ci, le ciel, comment a été le ciel, où on est, sur quelle planète on est, là on est au sud de Pavonis-Mons, etc., etc. Et par contre, on nous laisse imaginer la vision. On nous décrit bien, mais on nous laisse quand même imaginer à quoi ça pourrait ressembler. Alors que l'image fait l'inverse, c'est-à-dire qu'elle vous donne absolument le paysage, elle vous dit voilà à quoi ça ressemble, donc vous n'avez pas à l'imaginer. En plus, les détails sont assez bien faits sur cette bande dessinée, et voilà, on arrive très bien à voir ce qui se passe. Et en fait, c'est là que la BD en fait va nous faire imaginer ce qui se passe. C'est-à-dire là, par exemple dans la première image, on imagine qu'il fait sec parce que le ciel il est orange, que les montagnes n'ont pas l'air d'être très florissantes, qu'il n'a pas l'air d'avoir beaucoup de verdure, et donc cela nous laisse penser que voilà, c'est sec, c'est désert, il n'y a rien. Et que par exemple dans la deuxième image, voilà, il y a toutes ces plantes et que voilà, comme les gens là qu'on voit au fond sont en tenue, qu'il doit y avoir une atmosphère différente. Mais oui, on arrive, ce qu'ils nous disent dans le texte, on peut l'imaginer. Voilà. Bon, après par contre, il y a des choses qui vont nous manquer. Par exemple, le nom de la ville, ou des choses comme ça. Donc voilà pour ce qui est de ce texte et de comment on voit la science-fiction. Alors, bien sûr, on retrouve aussi tous les éléments dont je vous ai parlé, les éléments science-fictionnels. Nous avons le vocabulaire de science-fiction. Alors, même s'il peut nous paraître justement assez commun, comme par exemple les scaphandres. Bon, les scaphandres, voilà, ça existe aujourd'hui, hein. Ça existait avant, mais voilà, on est un peu dans l'imaginaire, notamment quand ils nous parlent de Mars, des bases sur Mars. Ça, c'est totalement imaginaire, hein. Il n'y a aucune base sur Mars pour l'instant. Je crois qu'il y a un robot, un rover. Oui, il me semble qu'il y a un robot sur Mars. Mais c'est tout. Voilà, le robot, il fait son petit boulot, il prend des photos, la plaque, et puis c'est tout. Hein, donc bon. Mais sinon, nous n'avons pas encore mis pied sur Mars. Et d'ailleurs, ce serait très dangereux. Ouais. Parce que le problème, c'est que si vous partez sur Mars, il faut vous mettre dans la tête que vous n'allez peut-être pas revenir. Oui, parce que le voyage est assez long. Je ne me rappelle plus combien il faut pour aller sur Mars. Mais en gros, vous ne mettez pas 30 minutes pour y aller. Hein, c'est quand même un peu plus long, hein, des années et des années. Et voilà, et en plus, il faut supporter tout ça. Enfin, c'est très très long. Hein. Bon, c'est pour ça qu'on préfère envoyer des robots, pour l'instant. Et on a aussi donc tout le côté des noms. Par exemple, là, on a Pavonis-Mons. Voilà.
C'est un titre de ville qu'on connaît pas forcément. Vous avez aussi... Attendez, Nazias, là, non, c'est quoi déjà? Mince, c'est où? Je l'ai perdu. Bon, si vous arrivez à le retrouver. C'est le nom de la ville. Nicosia, voilà. Voilà, la ferme de... Ah oui, c'est juste à côté. La ferme de Nicosia. Alors, Nicosia, oui, ça pourrait être à la limite un nom grec ou quelque chose comme ça. Mais bon, voilà, là, ça fait quand même bizarre. Bref. Donc, vous voyez, on a tout l'ambiance science-fictionnelle ici. Et on verra dans le prochain cours, justement, que on peut inventer des histoires du futur sur Terre, qu'on n'est pas obligé d'aller dans l'espace. Et on va voir ça à l'aide d'un manga, le manga Gumn. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'en fait, je vais vous envoyer en PDF justement le livre. De toute façon, je vous expliquerai tout ça sur Insta, mais je vous le dis en vidéo. Je vous envoie le livre en PDF et je vous demanderai de lire jusqu'à la page 32. C'est un manga, ça se lit rapidement. Je sais, vous avez des trucs à faire, mais vous inquiétez pas, ça prend pas longtemps. Voilà, donc là, au moins jusqu'à la page 32. Après, si vous voulez lire plus, libre à vous. Voilà, éclatez-vous, il est super ce manga. Parce qu'en fait, ce manga, justement, est très bien parce qu'il nous offre la vision d'un futur un petit peu apocalyptique, mais d'un futur. En fait, c'est un manga, donc science-fiction, qui nous raconte donc un futur assez sombre. Et nous allons voir donc en quoi justement c'est assez flou. Et alors je sais pas combien de temps je prendrai sur ça, sur Zelem et Gumn, mais ensuite nous parlerons dans un troisième temps de l'Atlantide. Et oui, science-fiction, je suis obligé d'en parler. Et on verra qu'il y a quand même certaines spécificités sur l'Atlantide. Voilà. Et je crois que j'ai tout dit, 30 minutes de cours, bah c'est bien. Voilà. J'espère que vous n'avez pas décroché et que vous suivez toujours à peu près mes cours, que vous mettez à peu près à jour, en sachant qu'il y aura des contrôles à la rentrée. Enfin, pas à la rentrée, mais quelques jours après la rentrée. Donc, essayez de bien vous tenir à jour. Voilà, de regarder un maximum mes vidéos justement pour voilà, être tranquille. Je ne vous demande que ça à faire, plus la petite lecture de 32 pages, voilà, mais c'est pas la mort. Mais voilà, je vous demande juste de me faire ça, compléter les cours, les suivre, les écouter, les comprendre, voilà. Et bien sûr, bah, vous pouvez vous poser des questions entre vous pour essayer de comprendre à plusieurs, et me poser aussi des questions, hein. Je suis là pour vous aider. Voilà. Sur ce, j'espère que vous allez bien. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon week-end et à bientôt.